Au début j'ai cru que c'était un vol de téléphone, puis après j'ai vu que c'était pas un téléphone qu'il avait dans la main mais bien un couteau. Moi je pense avoir été à ce moment-là, je peux me permettre de le dire ici, peut-être poussé par quelque chose d'en haut qui m'a aidé à agir. J'ai pris ce que j'avais avec moi, c'est-à-dire un de mes sacs à dos. J'ai commencé à poursuivre le gars, il a essayé de me planter une ou deux fois, il a pas réussi. J'ai essayé de le frapper une ou deux fois, j'ai pas réussi. J'ai réussi à le faire fuir et à l'éloigner du petit square où il y avait les enfants. Peut-être que ma présence ce jour-là n'était peut-être pas simplement du hasard, et que si j'avais été aidé par en haut pour agir sur le moment, peut-être qu'il y avait aussi une autre mission derrière. Europe 1, 14h-15h, Cœurs et âmes. Grégory Turpin. Alors Henri, vous aviez 24 ans quand la France vous a découvert grâce à votre courage exemplaire lors de l'attentat d'Annecy. Vous étiez alors en train de faire un grand pèlerinage. Je voudrais que vous nous parliez de ce grand projet fou que vous avez lancé il y a quelques années, faire le tour de France des cathédrales. Mais en fait, où est née cette idée ? C'est un vieux rêve d'enfant. C'est un vieux rêve d'enfant. Je me souviens très bien avoir dit à ma mère, je me vois très bien en train de dire à ma mère, je devais avoir 13 ans, maman, promis, un jour je ferai le tour de France des cathédrales. Puis à l'époque c'était même à cheval. Et puis en fait, donc cette idée folle est restée comme une idée folle un peu dans ma tête. Mais il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris qui m'a beaucoup marqué, et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, cette idée folle devient un projet. Et c'est vraiment l'incendie de Notre-Dame de Paris qui m'a jeté sur les routes, et j'ai voulu partir visiter toutes les cathédrales de France comme une grande aventure. J'avais envie d'une grande aventure, et aussi comme un hommage à nos cathédrales, à ceux qui l'ont construite, à tous ceux qui les ont construites, et aussi peut-être essayer de transmettre, essayer de découvrir et de transmettre le message qui se cache derrière. Alors vous étiez en train de marcher sur les routes. Ça ressemblait à quoi votre vie pendant que vous marchiez sur les routes ? Ouais, c'est simple, j'étais le fameux pèlerin anonyme par excellence. D'ailleurs, j'étais complètement au chômage à cette époque-là. Je venais de terminer mes études, je vivais d'amour et d'eau fraîche. J'étais en mendicité. Je toquais chez les gens pour leur demander un dîner, une douche, un matelas. Et ça se passait très bien. Les Français sont extrêmement accueillants, beaucoup plus facilement qu'on peut le croire. Et puis après, moi je vivais ma meilleure vie, j'ai envie de dire. Avec ces moments c'est pas simple tous les jours, hein. Ces moments d'exaltation, ces moments de difficulté, ces moments de doute, mais j'étais en train de vivre mon rêve, donc vous frappiez chez les gens et vous alliez dormir tout à fait. Chez eux. Ouais. Je partais le matin, je savais pas où j'arrivais le soir. Alors, Antoine de Surmain, vous voyagez aussi comme ça, vous partez sur les routes, ça vous arrive comme ça de croiser des gens et de leur dire j'ai besoin de dormir chez vous ou... Alors moi je suis plus un aventurier solitaire, alors effectivement je cherche plus à me reclure, on va dire, dans des vallées sauvages, mais je vois très bien ce que décrit Henri, et effectivement cette hospitalité des Français qui pour moi n'est plus approuvée. Effectivement, on a quand même la chance d'avoir des habitants qui sont très accueillants. Oui. Alors Henri d'Ancel, vous arrivez à Annecy le 8 juin 2023, vous êtes sur le bord du lac au Paquier. Oui, le parc le Paquier, oui. Quand soudain, vous entendez des cris, vous voyez cet homme armé d'un couteau qui s'attaque à des enfants. Que s'est-il passé dans votre tête à cet instant ? En fait, j'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Au début, j'ai cru que c'était un vol de téléphone. Puis après, j'ai vu que c'était pas un téléphone qu'il avait dans la main, mais bien un couteau. Donc à ce moment-là, il y a une demi-seconde, une demi-seconde où on réalise ce qui se passe. Et après, il y a pareil, une seconde ou une demi-seconde où il faut prendre une décision. Il faut agir. Et en fait, la réaction est triple. Soit on fuit, soit on filme, soit on décide d'agir. Moi, je pense avoir été à ce moment-là, je peux me permettre de le dire ici, peut-être poussé par quelque chose d'en haut qui m'a aidé à agir. D'ailleurs, j'ai deux images fixes, j'ai le souvenir de deux images fixes à cet instant précis qui m'ont poussé à l'action. La première image fixe, c'est Saint-Michel-Archange, vous savez, l'archange qui a chassé Satan en enfer. Et après, la deuxième image fixe, c'était Arnaud Beltrame. C'est ce fameux colonel qui s'est substitué à la place d'une otage face à un terroriste islamiste. Et dans ma tête, c'était « il l'a fait, je le fais ». Voilà, il l'a fait, je le fais. Et donc j'ai décidé d'agir. Je savais pas trop ce que je faisais. D'ailleurs, à ce moment-là, le cerveau se débranche, hein, on agit complètement par instinct. J'ai pris ce que j'avais avec moi, c'est-à-dire un de mes sacs à dos. J'avais un gros sac à dos sur le dos, un petit sac à dos sur le ventre. J'ai pris mon petit sac à dos et j'ai commencé à poursuivre le gars. Il a essayé de me planter une ou deux fois, il a pas réussi. J'ai essayé de le frapper une ou deux fois, j'ai pas réussi. Et puis j'ai réussi à le faire fuir, je crois. Mes souvenirs sont assez flous, hein, mais j'ai réussi à le faire fuir et puis et à l'éloigner du petit square où il y avait les enfants.
En fait, vous nous racontez que ce moment a été sûrement ça a été très court. Je crois qu'il y a eu quelques minutes avant que la police C'était arrive. 6 minutes d'action. Ouais. 6 minutes en tout, 5 minutes entre le premier coup de téléphone et l'arrivée de la police. Et le lendemain, la France découvre votre visage. Du jour au lendemain, vous passez du jeune pèlerin inconnu Oui, d'ailleurs, je voulais pas. à héros national. Ouais, Mais je voulais comment pas du tout. avez-vous vécu justement cette notoriété soudaine? En fait, c'était très étrange, mais moi, il était hors de question que je témoigne dans les médias. Je ne voulais pas, je connaissais un petit peu la machine médiatique, je savais que c'était pas forcément sain, que ça pouvait broyer plein de choses. Seulement, en fait, le soir, en discutant avec des amis, en prenant du recul sur la situation, j'ai compris que peut-être que ma présence ce jour-là n'était peut-être pas simplement du hasard, et que si j'avais été aidé par en haut pour agir sur le moment, peut-être qu'il y avait aussi une autre mission derrière. Et je me souviens d'une discussion avec un ami journaliste qui m'a dit: Henri, t'as pas compris, la question c'est pas de savoir si tu vas parler ou pas dans les médias, la question c'est simplement de savoir quel est ton message. Quel est ton message? Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit oui, effectivement, j'ai un message à faire passer. Ça fait 2 mois et demi que je suis sur les routes de France, que je contemple et que je profite de ce qu'il y a de plus beau en France, c'est-à-dire la générosité des Français, de la beauté des paysages de France et de la beauté du patrimoine. Et au bout d'un moment, ça veut dire quelque chose. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, j'avais dit cette phrase qui avait marqué à l'époque sur... une des premières interviews que j'avais fait, c'était Pascal Praud sur CNews. Et puis après, j'avais enchaîné toutes les autres chaînes. Et j'avais dit cette phrase, et j'ai agi comme chaque Français devrait agir, à partir du moment où on se nourrit de ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. J'aurais dit, ça tombe bien. Je suis en train de faire le tour des Français cathédrales. Donc c'est ça mon message. Et aujourd'hui, c'est encore ça. Aujourd'hui, je veux dire, si on a reçu en héritage un tel patrimoine, si aujourd'hui encore on doit s'en occuper pour pouvoir le contempler, si aujourd'hui encore on a cette chance d'arriver devant une cathédrale, d'arriver devant un château qui nous impressionne, qui nous inspire, c'est parce qu'il y a une raison. Et nos ancêtres qui les ont construits, ils les ont construits de manière tout à fait consciente. Ils ont voulu nous offrir ce cadeau à travers le temps pour nous inspirer à agir en grand. C'est ça le sens du patrimoine. Alors, vous avez confié dans votre livre avoir souffert d'un syndrome post-traumatique, Oui. accentué par la notoriété soudaine. Je pense qu'à tous les auditeurs d'Europe 1, justement, qui ont eux aussi traversé des épreuves traumatisantes, comment on se remet d'une épreuve pareille? Quel impact sur notre physique, notre mental et même notre vie spirituelle? Comment dire, je suis resté pendant 2 ou 3 semaines dans un état semi-cotonneux. Impossible de redescendre vraiment sur terre, pas de sommeil, pas d'appétit. Un état d'hypervigilance. Il faut déjà un bon psy, il faut être bien accompagné, donc un bon psy. Moi j'ai la foi, oui, donc j'ai essayé de prier, mais j'arrivais pas à vraiment prier en conscience comme j'aime le faire d'habitude. Bien accompagné, s'isoler, retrouver les gens qu'on aime. Mon frère est venu me voir pendant 1 semaine. Ça m'a permis aussi de me relancer. Et puis après, il y a eu. Donc après, j'ai terminé mon aventure et il y a eu un deuxième syndrome 1 an plus tard, qu'il a fallu aussi retraiter. Mais en fait, on m'avait averti, tout ça est naturel, c'est normal, c'est le corps qui réagit. Moi, je me suis bien entouré, je me suis dit surtout, faut pas s'en faire, c'est normal. Et puis après, ça passe. Alors, il y a eu aussi des moments de joie. On vous a vu sur des images de la première messe à Notre-Dame de Paris. Vous étiez à côté du pilier, quelques rangs derrière Donald Trump et tant d'autres. Quelle impression vous a laissé ce grand moment? C'était une promesse du président de la République, d'ailleurs. Tout à fait. Et tout à fait. En fait, donc le lendemain de l'attaque au couteau, je rencontre le président de la République, Emmanuel Macron, et je lui fais cette demande. Monsieur le Président, il y a une chose pour moi qui est extrêmement importante, c'est la réouverture de Notre-Dame de Paris, j'aimerais pouvoir être présent. Donc il m'en a fait la promesse présidentielle. Bon, il m'avait un petit peu oublié, mais je me suis rappelé à son souvenir. Comment et ça, donc il tient pas ses promesses alors? Si, il a tenu sa promesse. J'ai pu être présent et en fait, c'était une joie immense. J'avoue, j'ai pleuré du début jusqu'à la fin de la cérémonie. C'était une joie immense. J'étais vraiment en plus au pied du pilier avant droit de la nef. C'est le pied qui a connu la conversion de Paul Claudel. Donc on est juste en face de Notre-Dame du Pilier. Cette statue de la Vierge qui a miraculeusement survécu à l'incendie. Et donc déjà, c'était très symbolique pour moi comme position parce que je suis très sensible à la littérature de Paul Claudel. Et en plus de ça, j'ai fait cette expérience très forte que en fait, tous les grands de ce monde étaient ce soir-là au même niveau que tout le reste, dont moi, petit gueux qui était parmi eux. Et en fait, tous les grands de ce monde, encore au XXIe siècle,
se retrouvent au pied de Notre-Dame pour honorer quelque chose qui les dépasse. Et quand on fait dans sa chair cette expérience-là, c'est extrêmement fort. C'est vraiment extrêmement fort. Henri d'Anselme, après votre action courageuse lors de l'attentat d'Annecy en juin 2023, vous avez repris votre bâton de pèlerin et poursuivi ce tour de France des cathédrales. Cette aventure ne s'est pas arrêtée là. Vous avez tenté même de tirer des projets pour en faire rayonner votre passion pour le patrimoine religieux. Alors vous avez réalisé plusieurs documentaires pendant ce tour des cathédrales d'ailleurs. Oui. Vous avez aussi fait un très beau film sur Notre-Dame de Paris, sur toute la reconstruction. Vous avez récemment publié un livre intitulé « Sur les chemins des cathédrales » aux éditions Fayard. Et puis bientôt, vous allez nous faire découvrir une nouvelle chaîne YouTube. Tout à fait. En fait, je tiens vraiment à continuer à travers le beau, ce qu'on a de beau sous la main, essayer de faire passer le message de la grandeur. Et ma devise, ou celle que j'essaie de donner à tous mes projets, c'est rêver grand, agissez en conséquence. C'est vraiment ça pour moi le message de nos ancêtres à travers ce qu'ils nous ont légué et ce qu'on doit redécouvrir aujourd'hui. Oui, il y a des gros enjeux sur la sauvegarde du patrimoine, qu'il soit religieux ou pas d'ailleurs. Au niveau des châteaux, il y a énormément d'enjeux aujourd'hui. Mais ce que je tiens sans cesse à rappeler, c'est que si on veut sauver la matière, il faut d'abord sauver son âme. Et donc en fait, quand je dis sauver l'âme du patrimoine, c'est-à-dire son sens. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est ça que j'essaie de transmettre. Et donc j'ai eu cette chance-là de travailler pendant 1 an et demi avec Canal+ et C8. Aujourd'hui, cette aventure est malheureusement terminée. mais je continue et donc bientôt, très bientôt, il y aura une chaîne YouTube. Europe 1, 14h-15h, Cœurs et âmes.